Salut tout le monde et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du dernier jour d'un condamné. Comme vous savez, c'est un roman à thèse qui se sert d'une histoire comme prétexte pour exposer des idées ou pour défendre ou refuser une thèse, ce qui fait de lui un genre argumentatif. Il se rapproche en cela du conte philosophique. Il est publié en 1829 par le grand écrivain Victor Hugo, qui est, comme vous savez, un écrivain, dramaturge, poète et homme politique français, qui est né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai en 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains romantiques de langue française. Son engagement et son œuvre ont fait de lui un personnage illustre. Il a écrit beaucoup d'œuvres, entre autres Le dernier jour d'un condamné, Notre-Dame de Paris, Claude Gueux, Les Misérables, Les Contemplations, etc. L'histoire se passe dans les prisons de Paris, à Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. La durée, c'est environ 6 semaines. Les personnages. Le personnage principal, c'est le condamné. On ne sait pas quel crime il a commis. Il n'est pas reçu comme un monstre. Il vit atrocement l'attente de son exécution. Il est jeune, sain et fort. Il a une bonne éducation. Il aime sa fille Marie. Il est très préoccupé pour son avenir. Marie, c'est la fille du condamné. Elle a 3 ans. Son père l'aime beaucoup. Il ne reconnaît plus son père et croit qu'il est déjà mort. La femme est la mère du condamné. Ils ne sont pas décrites, mais ils sont cités en référence à la souffrance, à la peine indirecte que l'on fait subir aux membres de la famille du condamné à mort. Les représentants de la société, qui sont les juges, les magistrats, le directeur de la prison. Le prêtre, il est détaché dans ses rencontres avec le condamné. Il dit de façon machinale ce qu'il dit habituellement au condamné. Les geôliers, quelques-uns sont gentils avec le condamné et d'autres ne le sont pas. La foule, elle est cruelle, elle assiste à une exécution capitale comme à un spectacle. L'histoire commence quand le personnage venait une vie heureuse avec sa famille, sa fille Marie, sa femme et sa mère jusqu'au jour du crime qui a bouleversé sa vie. Le récit commence immédiatement, c'est-à-dire au moment où l'action avait déjà commencé. L'élément perturbateur, c'est le crime commis par le narrateur, les péripéties, le jugement, l'emprisonnement, la condamnation à mort, recherche par le condamné d'une solution pour préserver sa vie. Le dénouement, on annonce l'heure de la condamnation, 4 heures, mais on ne dit pas si le condamné est exécuté ou pas. La situation finale, l'auteur a fait l'ellipse de la situation finale pour amener le lecteur à réfléchir. Les compositions, le livre comporte les 3 parties suivantes. Bicêtre, le procès, le ferrage de forçats et la chanson. La conciergerie, le voyage vers Paris, la rencontre avec le frioche et la rencontre avec le geôlier qui lui demande les numéros pour jouer à la loterie. L'hôtel de ville, le voyage dans Paris, la toilette du condamné et le voyage vers la place de grève, c'est l'échafaud. Les thèmes, c'est la peine de mort, c'est la peur, la haine, la religion, la violence contre les prisonniers, l'injustice et enfin la justice. Le style de l'auteur, il a utilisé des registres tantôt pathétiques, tantôt tragiques, tantôt lyriques. Et les registres de langue, c'est bien sûr le soutenu, le recherché et enfin un peu de l'emploi de l'argot. Les centres d'intérêt, les sujets de réflexion suscités par la lecture. La peine de mort est-elle vraiment nécessaire?
La justice, en condamnant à la peine de mort le criminel, ne commet-elle pas elle aussi les crimes les plus crapuleux en condamnant parallèlement les personnages des innocentes, les familles des condamnés? N'y a-t-il pas d'autre alternative pour punir les criminels? Et enfin, on va passer au résumé. Il y a plusieurs résumés dans ce chapitre, donc on va faire le résumé sous forme de tiré. On commence. Depuis 6 semaines, le condamné à mort vit avec l'idée de la mort. Le narrateur raconte le souvenir de son procès et de sa condamnation à mort. Le condamné accepte le verdict car rien ne le retient à la vie. Le condamné est transféré à Bicêtre. Il décrit cette prison. Le narrateur raconte son arrivée à la prison, l'amélioration de ses conditions en tant que prisonnier et parle de l'argot, langage pratiqué en prison. Le narrateur décide de se mettre à écrire d'abord pour lui-même, pour se distraire et oublier ses angoisses. Ensuite, pour ceux qui jugent, pour que leurs mains soient moins légères quand il s'agit de condamner quelqu'un à mort. Le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes alors qu'il ne peut sauver la sienne. Le jeune condamné compte le temps qu'il lui reste à vivre. 6 semaines dont il a déjà passé 5 ou même 6, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Notre prisonnier vient de faire son testament. Il pense aux personnes qu'il laisse derrière lui, sa mère, sa femme et sa petite fille Marie, pour laquelle il s'inquiète beaucoup. Le condamné nous décrit son cachot qui n'a même pas de fenêtre. Il décrit aussi le long corridor longé par des cachots réservés aux forçats, alors que les 3 cabanons sont réservés aux condamnés à la peine de mort. Le narrateur décrit les murs de sa cellule pleins d'inscriptions, traces laissées par d'autres prisonniers. L'image de l'échafaud sur le mur le perturbe. Le prisonnier reprend sa lecture des inscriptions murales. Il découvre les noms de criminels qui ont déjà séjourné dans cette cellule. Le narrateur se rappelle du départ des forçats au bagne de Toulon. Il rapporte cet événement comme un vrai spectacle en 3 actes. La visite médicale, la visite des geôliers et le ferrage. Il raconte le traitement inhumain réservé à ces condamnés. À la fin du spectacle, il s'évanouit. Quand il revint à lui, il se trouve dans l'infirmerie d'une fenêtre. Il peut observer les forçats partir tristement sous la pluie au bagne de Toulon. Il préfère plutôt la mort que les travaux forcés. Le prisonnier est dans sa cellule. Il avait senti un peu de liberté dans l'infirmerie, mais il est repris par l'idée de la mort. Il pense à s'évader. Le narrateur se rappelle de ces quelques heures de liberté à l'infirmerie et il se souvient de cette jeune fille qu'il a entendue chanter de sa voix pure, veloutée, une chanson en argot. Il pense encore à s'évader. Il s'imagine déjà hors de la prison, dans le port pour s'embarquer vers l'Angleterre, mais un gendarme vient lui demander son passeport. Le rêve est déjà brisé. Il est 6 heures du matin. Le guichetier entre dans le cachot. Il demande au condamné ce qu'il désire à manger. Le directeur de la prison vient en personne voir le condamné. Il se montre doux et gentil. Le jeune homme comprend que son heure est arrivée. Le narrateur pense à son geôlier, à la prison qu'il trouve partout autour de lui, dans les murs, dans les guichetiers. Le condamné reçoit 2 visites, d'abord celle du prêtre et puis celle de l'huissier. Ce dernier vient lui annoncer que le pourvoi est rejeté et que son exécution aura lieu le jour même en place de grève. Il reviendra le chercher dans 1 heure. Le prisonnier est transféré à la conciergerie. Il nous raconte le voyage sa discussion avec le prêtre et l'huissier pendant le trajet. Il se montre peu bavard et paraît plutôt
pensif. À 8h30, la carriole est déjà devant la cour. L'huissier remet le condamné aux mains du directeur. Dans un cabinet voisin, il fait une rencontre avec un condamné à mort, le Frioche, qui séjournera dans la même cellule à Bicêtre. Ce dernier, fils d'un ancien condamné à mort, lui raconte son histoire et lui prend sa redingote. Le narrateur est furieux d'avoir cédé sa redingote. Le condamné est transféré dans une autre cellule. On lui rapporte ce qu'il faut pour écrire et un lit. Il est 10 heures, le condamné plaint sa petite fille qui restera sans père. Elle sera peut-être entrepoussée, haïe à cause de lui. Le narrateur se demande comment on meurt sur l'échafaud. Le narrateur se rappelle avoir déjà vu monter une guillotine sur la place de Grève. Le jeune détenu pense à cette grâce qui ne vient toujours pas. Il estime maintenant que les galères seraient une meilleure solution en attendant qu'un jour arrive la grâce. Le jeune détenu pense à cette grâce qui ne vient toujours pas. Il estime maintenant que les galères seraient une meilleure solution en attendant qu'un jour arrive la grâce. Le prêtre revient vers le condamné qui n'apprécie pas sa présence. Ce prêtre parle machinalement et semble peu touché par la souffrance du prisonnier. Le narrateur est surpris de voir un homme prendre les mesures de la cellule. La prison va être rénovée dans 6 mois. Un autre gendarme vient prendre la relève. Il est un peu brusque. Il demande au prisonnier de venir chez lui après son exécution pour lui révéler les 3 bons numéros gagnants à la loterie. Le condamné veut profiter de cette demande bizarre. Il lui propose de changer ses vêtements avec lui. Le gendarme refuse. Il a compris que le prisonnier voulait s'évader. Pour oublier son présent, le narrateur se souvient de son enfance et de sa jeunesse. Il s'arrête longuement sur le souvenir de Pepa, cette jeune Andalouse dont il était amoureux et avec qui il a passé une belle soirée d'été. Au milieu de ses souvenirs de jeunesse, le condamné pense à son crime. Entre son passé et son présent, il y a une rivière de sang, le sang de l'autre, sa victime et le sien. Le narrateur pense à toutes ces personnes qui continuent à vivre normalement au monde. Il est 1h15, le condamné éprouve une violente douleur, elle a mal partout, il lui reste environ 2 heures à vivre. On dit que la guillotine, on ne souffre pas, que cela passe vite. Le narrateur se demande comment peut-on savoir une telle chose puisqu'aucun condamné déjà exécuté ne peut l'affirmer. Le jeune détenu pense au roi. C'est lui qui viendrait la grâce tant attendue. Sa vie dépend d'une signature, il espère toujours. Le condamné se met dans la tête l'idée qu'il va bientôt mourir. Il demande au prêtre pour se confesser un crucifix à baiser. Il essaie de dormir un moment, c'est son dernier sommeil. Il fait un cauchemar et se réveille en frémissant. Marie vient rendre visite à son père. Ce dernier est choqué devant sa fille qui ne le reconnaît pas. Elle croit que son père est déjà mort. Le jeune condamné perd tout espoir. Il reste 1 heure au condamné. La visite de sa fille l'a poussé dans le désespoir. Il pense au peuple qui viendra assister au spectacle de son exécution. Il se dit que parmi ce public enthousiaste, il y a peut-être des êtres qui les suivront, sans le savoir dans sa destination. La petite Marie vient de partir. Le père se demande s'il attend de lui écrire quelques pages. Il cherche à se justifier aux yeux de sa fille. Le condamné est dans une cellule de l'hôtel de ville. À 3 heures, on vient l'avertir qu'il est temps. Le bourreau et ses 2 valets lui coupent les cheveux et le col de sa chemise avant de lui lier les mains. Le convoi se dirige ensuite vers la place de Grève devant une foule de curieux qui attendent l'exécution. Et enfin, le condamné demande sa grâce à cette personne qui croyait juste, commissaire ou magistrat. Il demande par pitié qu'on lui donne 5 minutes pour attendre la grâce, mais le juge et le bourreau sortent de la cellule. Il reste seul avec le gendarme. Il espère encore, mais on vient le chercher. Il est 4 heures. À la fin, j'espère bien
que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de partager et de commenter et de vous abonner aussi. Et à la prochaine vidéo. À la prochaine.